Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo-Japan Expo en un peu plus d'1 heure. Dans cette émission, il va être question de création de manga car nous avons la chance de recevoir 4 auteurs. En effet, nous avons profité de l'événement pop culturel de l'année, Japan Expo, pour enregistrer avec une partie des mangakas présents dans le catalogue Kana. Lieu exceptionnel oblige, vous allez aussi pouvoir profiter de l'ambiance du festival derrière nous, donc si vous entendez quelqu'un hurler, c'est normal, c'est la chaleur. Alors venez avec moi sur la mezzanine du stand des éditions Kana pour 1 heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Bender et j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec tous nos invités. Kalon, dessinatrice de Talento 7, Cab, scénariste d'Oneira, Arnaud Dolène, scénariste de Senseiya Time Odyssey, Senshiro, auteur de Sweet Concrete et Emmanuel Galisser. Le manga fait partie d'un médium beaucoup plus grand qui est donc la bande dessinée et que finalement c'est qu'un format qui a 2-3 codifications. En vrai, on juge quand même un livre à sa couverture. Parmi toute l'offre, faut bien se démarquer, donc il faut avoir quelque chose qui te saute à l'œil, qui te donne envie au moins ne serait-ce que de prendre le bouquin et de l'ouvrir. Là, je sais que depuis quelques temps, je travaille uniquement au dessin en fait. C'est vraiment des petites phrases sur des listes comme des listes de courses et après je passe directement au dessin. Qu'on oublie souvent, surtout dans notre société actuellement, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est une vraie collaboration. Le scénariste tout seul, il n'arriverait jamais à rien. Malheureusement, il y a certains dossiers qui, niveau narratif, sont chaotiques. Pour nous éclairer aujourd'hui en direct de Japan Expo, en plein cœur du mois de juillet 2023, on a énormément d'invités. Il y a d'abord Kalon, bonjour. Salut tout le monde. Cab, Salut. Bonjour Arnaud Dolène. Salut la bande. Contrairement aux deux premiers, tu as un nom de famille entier. T'es pas le seul dans cette émission. Senshiro, on est sur du pseudo aussi. Salut. C'est ça, bonjour à tous. Et Emmanuel Galisser, éditeur aux éditions Kana et éditeur notamment de tous vos livres. Salut Manu. Salut, enchanté. Tu as travaillé sur tous leurs œuvres. Oui, toutes effectivement. Et j'ai commencé par Sweet Concrete. C'est donc le premier manga sur lequel j'ai bossé, la première création sur laquelle j'ai bossé. Et donc maintenant, supervisé par Timothée, je travaille sur toutes les créations originales Kana. Et alors on peut commencer tout de suite avec les sujets qui fâchent. Qui est-ce qui rend ces planches le plus en retard ? Oh là là, qu'est-ce qui rend ces planches le plus en retard Ou ces scénarios, parce que du coup on a 2 scénaristes. Je pense que ça va se jouer entre Jérôme et Federica. Mais Jérôme ne rend pas forcément ses planches en retard, mais les validations prennent du temps. Federica, c'est vrai que sur le tome 4, ouais. Je pense qu'elle a gagné le gros lot, effectivement. Mais elle avance dur. C'est vrai. C'est vrai. Et n'étant pas là, je ne vais pas prendre pour ma dessinatrice. On est donc dans une émission de création ici. Alors on peut parler de création de manga, on peut parler de bande dessinée. Moi je suis pas fan de cette terminologie. Je sais pas si c'est des trucs qui vous concernent ou pas, mais Senshiro dit manfra lui. Mais je dis franfra, c'est encore pire. Bien dégueulasse. Mais c'est parce que t'aimes bien, c'est parce que t'as envie de différencier ou c'est Ah non, c'est qu'en fait manfra c'est un truc de journaliste, tu sais, qui veut vraiment bien classer et tout. Ouais. Du coup nous, on utilise franfra pour aller encore plus loin et pour ce qui est un terme qu'on déteste fondamentalement parce que ça, ouais. Comme tu le dis, en fait il n'y a pas de barrière sur le médium et on fait de la bande dessinée. Le manga c'est un format. Ouais, c'est un format, c'est ce que je dis moi aussi. Je suis dessinatrice de bande dessinée spécialisée dans le format manga. Alors c'est un petit peu long sur la carte de visite, mais ça définit assez bien le truc. Mais effectivement, ça c'est vachement intéressant. On s'en est rendu compte en échangeant avec Cab. C'est que moi j'avais doucement sur mes 50 ans et donc j'ai connu surtout tout ce qui est animation au travers du dessin animé. Donc moi j'ai une vision, on va dire, presque BD franco-belge en couleur, etc. Alors que les autres auteurs autour de la table ont grandi avec du manga lu à l'envers et en noir et blanc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils produisent ? C'est de la BD noir et blanc écrite à l'envers. Alors que Senseiya, c'est de la BD franco-belge en couleur dans le sens européen. Effectivement, c'est une histoire de génération. C'est de la bande dessinée, c'est de l'art graphique, c'est de l'expression graphique. Et on le fait en fonction de ce à quoi on a été nourri quand ce qui a attiré et éveillé cet intérêt pour ce média. Manu, je te voyais réagir. Ouais, tout à fait. Et puis aussi, je rebondis sur ce que tu as dit sur maintenant ce que fait Cab ou encore Senshiro et Kalon. C'est que maintenant, pour moi, on fait vraiment du vrai manga et il y a moins ce gap qu'on avait avant où il y avait cette identité française dans le mauvais sens du terme, parce qu'en fait on disait ça ressemble pas du tout à ce que fait les Japonais. Certes, peut-être que maintenant ça ressemble
pas forcément à ce que font les Japonais. On a notre touche. Et en plus, maintenant, il n'y a plus de lacunes, je trouve, avec les auteurs français en termes de découpage, en termes de dessin. On est vraiment sur quelque chose d'hyper professionnel. Et pour moi, maintenant, on fait vraiment de la vraie création avec des vrais titres et qui méritent vraiment d'avoir leur place dans le catalogue. Voilà. Je dirais même que cette terminologie, même dans le sens inverse, en fait, ça marche plus parce que, par exemple, on a des bandes dessinées maintenant qui sont inspirées du manga. De ouf, ouais. Par exemple, demain, là, on a Sylvain Repos qui fait Yojimbot. Ouais. C'est clairement une BD couleur de 200 pages mais avec une narration manga et un trait d'inspiration japonaise. Donc, Valentin Sèche aussi, je sais pas si t'as vu Samurai Gun. Oui, c'est ça, ouais. C'est exactement la même chose. Ça va dans un sens et dans l'autre en fait, donc tout se mélange. C'est un peu la notre génération, que ce soit en BD ou en manga. Ouais. On a tellement d'inspirations différentes avec internet, la télé et tout ça, que forcément ça devient un peu hybride partout, j'ai l'impression. Et puis je crois que ce qui se passe, c'est que la frontière est effectivement en train de s'étioler, voire complètement de disparaître, parce que les mangaka japonais se sont inspirés de BD franco-belges. Nous, on a grandi avec la BD franco-belge qui a été inspirée par le manga et tout, et contrairement à il y a quelques années où on pouvait présenter un manga qui avait trop de touches franco-belges, c'était un peu la soupe à la grimace avec les éditeurs. Maintenant, c'est quelque chose qui a été intégré dans les codes, qui a été digéré. Il n'y a plus tant de soucis de ce côté-là. On a compris que le manga fait partie d'un médium beaucoup plus grand qui est donc la bande dessinée, et que finalement c'est qu'un format qui a 2-3 codifications. Maintenant, c'est toujours en évolution, hein, mais je pense que ça tend vers quelque chose de très positif, quoi. Sans compter que dans la pop culture japonaise, c'est aussi le jeu vidéo qui influence aussi beaucoup le travail des scénaristes et des dessinateurs. Parce qu'on a aussi été influencé par du Final Fantasy, par des choses aussi qui viennent du Japon, qui ont infusé dans la culture de tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Oui, et puis même en remontant encore plus loin, il ne faut jamais oublier qu'Osamu Tezuka, qui est quand même le dieu du manga et le créateur du manga moderne, a été inspiré par Walt Disney. Donc c'est vraiment l'œuf et la poule. Ouais. Donc c'est vraiment une histoire de génération, et surtout, pour moi, on retrouve ici le fait que ça... Dans une jeunesse, à un moment, ça a vraiment passionné, et on a retenu ça. C'est comme, voilà, c'est vraiment la définition de la culture. Ça a été intégré dans notre propre vision du monde, et donc du coup, ces barrières n'existent plus. Elles n'ont pas de sens en fait. Mais toi, Arnaud, en tant que scénariste, ça te fait pas rêver d'avoir 200 pages au lieu de 50 ? Alors, en fait, je pense à mon dessinateur. En fait, moi, ce qui me ferait rêver, c'est des batailles à la Seigneur des Anneaux avec 2000 orques qui affrontent 500 nains dans une mine de la Moria. Voilà. Non, en fait, il y a vraiment c'est vraiment une collaboration. Hein. La bande dessinée. Son nom l'indique, il y a du dessin d'abord, et donc en fait la narration, le scénario doit être au service du dessin et de la narration, et donc c'est vraiment un média où le scénariste, de mon point de vue, hein, bien sûr ça n'engage que moi, doit s'adapter aux contraintes du dessinateur, que ce soit en termes de longueur, en termes de compétences, en termes de complexité aussi de mise en place. Une BD, en fait, pour la lire, il faut que ce soit compréhensible du premier coup. C'est pas une suite d'illustrations avec des détails ultra pointillistes, et donc ça, c'est au scénariste de travailler là-dessus. Il y a la contrainte aussi du médium, en fait, parce que tu disais 200 pages au lieu de 50, mais on pourrait même aller plus loin que ça et dire 600 pages au lieu de 50, parce que en BD à l'heure actuelle, là c'est parce que Senseiya, Albator et tout ce que la collection classique de chez Kana fait sont des reprises de licence, mais signer une BD en France à l'heure actuelle, c'est très dur de signer un triptyque. C'est même dur de signer un diptyque, hein. En général c'est un album, et si ça se vend on renouvelle, là où le manga, Manu tu pourras corroborer ce que je dis, mais les éditeurs sont friands des 3 tomes parce que ça permet d'avoir une première vision des choses, et finalement tu passes d'un format de 50-56 pages qui va être une BD à 3 fois 200 pages, ce qui permet pour un scénariste d'avoir une autre narration. Donc il y a aussi une contrainte du médium qui est à prendre en compte quand on fait un scénario. Oui, tout à fait, et en fait voilà, on est généralement sur des contrats de 3 tomes. Et on demande en fait de faire une fin ouverte, en fait de finir un premier arc, de faire une fin ouverte, ou alors s'ils le veulent carrément clôturer, si c'est ce qu'ils préfèrent, d'avoir une belle fin et ne pas continuer. Mais sinon, effectivement, on demande d'avoir une fin ouverte de prévu avant d'attaquer ce 3e tome, et du coup, si succès il y a, si le manga rencontre son public, de pouvoir enchaîner ensuite sur un second arc, à voir si on re-signe pour 3-4 tomes, ça dépend. Mais c'est pas un risque quelque part de demander à des auteurs de
contenir seulement dans 3 tomes sur de la série, dans le sens où ils vont peut-être aller plus dans quelque chose qui est de type préquel, ou qui vont pas forcément, ils vont en garder sous la main pour se dire si ça marche, mon héros vraiment bien, je le mettrai après, ou ma scène à laquelle je pense, je vais la mettre après, ou mon super dessin. Non, mais alors là j'ai mis une technique incroyable, ça je vais le garder pour au pire la fin du tome 3, mais sinon je vais le garder pour mon tome 4 ou mon point culminant. Bah alors ça, je pense que je laisserai les auteurs répondre parce qu'ils savent mieux que moi, mais c'est vrai que on est vraiment sur des 3 tomes, on peut raconter quelque chose. C'est vrai que ça peut passer pour un préquel, effectivement, mais il faut aussi faire attention à pas trop raconter, parce que une histoire, ça doit rester digeste aussi, donc il faut trouver ce juste milieu. Et toi, Senshi, ça t'a bloqué Moi je trouve qu'il y a un point, si je dois citer un point positif aux 3 tomes, c'est que ça fait un challenge pour un auteur débutant de vraiment se concentrer sur l'essentiel, d'arriver à l'essentiel en fait. Donc vraiment d'apprendre à construire une histoire de manière efficace pour que le lecteur il ait 3 tomes où il décroche pas du début à la fin, de pas se perdre dans des intrigues annexes dès le début. Maintenant c'est un truc qui commence à céder de plus en plus. Par exemple, tu vois là, on a des séries qui vont arriver chez Kana cette année, mais qui sont en 4 tomes au lieu de 3. Chez d'autres éditeurs, c'est de plus en plus 5 tomes qui sont signés. Parce que mine de rien, les éditeurs, ils ont vu à un moment que 3 tomes, parfois, on a l'impression que, les auteurs surtout débutants, ils veulent trop en mettre. Et donc, on se retrouve avec un dégueulis d'infos. Et en 3 tomes, en vrai, s'ils en avaient eu 2 de plus, peut-être que ça aurait pu être plus digeste dès le début. Et retenir plus de lecteurs dès le début, et donc avoir une série qui peut s'étaler sur plus de tomes en fait. C'est vrai que c'est très frustrant, parce qu'en fait tu penses ta série comme, c'est quelque chose de sériel le manga, donc tu imagines une évolution psychologique aussi du personnage. 3 tomes, c'est toujours un petit peu juste pour parler des sujets qu'on veut aborder, tout en développant aussi une psychologie des personnages. Donc c'est à la fois un challenge, mais qui est assez frustrant de ce point de vue là. Moi je parle en tant que scénariste. Moi je trouve ça intéressant de savoir dès le départ quel est le nombre de tomes que tu vas avoir, parce que comme on l'a dit, ça permet d'éliminer en fait les intrigues secondaires et ça force à être bon du premier coup. Parce qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui en termes de séries télé, de séries BD, de séries manga, etc., on a vraiment une offre qui est énorme, et donc il faut accrocher tout de suite, il faut réussir à être efficace tout de suite et se dire oui non mais attends, tu vas voir le tome 1 c'est un peu une intro, mais tu verras ça va commencer au tome 2. Et malheureusement ça peut desservir le propos de l'auteur qui aurait pu commencer plus vite ou plus tôt, ou structurer son histoire autrement pour pouvoir se lancer plus vite. Donc le format, le nombre de tomes restreint est une contrainte, c'est une réalité, mais ça peut aussi être une opportunité pour être plus efficace rapidement et marquer rapidement son public. Et à ce moment-là, on disait un peu plus tôt dans l'émission qu'il fallait pas forcément faire comme les Japonais, puisque ils le font très bien tout seuls. Mais ce truc sur notamment les magazines hebdomadaires, d'avoir un chapitre 1 un peu plus long et super puissant, est-ce que ça, vous, en tant que créateur, ça vous brancherait, vous ne trouverez pas ça comme une excellente idée pour emmener tout le monde avec vous? En fait, si tu veux, la question se poserait si on avait des magazines hebdomadaires et si on sortait en chapitrage, ce qui n'est pas le cas en France, à raison, je pense, parce qu'on n'a pas du tout le même mode de consommation que les Japonais, mais je pense qu'avoir un chapitre plus long d'entrée de jeu quand tu commences un manga, ça n'a aucun sens. On s'en fout des chapitres un peu quand on lit un manga. Si on lit le manga d'un coup, que le premier chapitre soit long ou pas, s'il est coupé ou pas, finalement ça n'a pas d'importance. La question se poserait si on travaillait de la même manière que les Japonais. Je reviens sur ce que Senshi a dit tout à l'heure en disant que les éditeurs signaient maintenant des 4 et des 5 tomes. Je trouve ça hyper intéressant, parce que ça veut dire que au lieu de mettre la contrainte sur l'auteur en lui disant non mais ton histoire elle est bien, mais on va enlever tel élément pour que ce soit plus digeste, ils font confiance et ils investissent en disant écoute, je pense que c'est bien que tu le laisses, on va te donner 2 tomes supplémentaires, ce qui est quand même un investissement colossal pour un éditeur. Ça veut dire que les éditeurs ont de plus en plus confiance dans leurs auteurs français, et je trouve que c'est vraiment une bonne voie qu'on est en train de suivre. La personne que vous venez d'entendre à l'instant, c'est Cab, scénariste d'une 30aine d'années. Il en est déjà à son 2e manga avec Oneira, l'enfant cauchemar, dessiné par l'artiste italienne Federica Di Meo.
Dans cette œuvre, les cauchemars ont pris vie, animés par leur seul désir d'éliminer leur hôte. Ce sont des fléaux à éradiquer. Devant cette menace, la caste des épères devient le bras armé de l'église. Arane Eos, la tristement célèbre Croque-Mitaine, est l'une de ces épères. Tout en affrontant les cauchemars, elle doit faire face au tumulte grandissant au sein de l'église et de sa caste, tout en protégeant le secret qui entoure son enfant. Maintenant que vous connaissez mieux Oneira, on peut retourner à notre discussion chapitrage et la parole est à Senshiro. Moi, pour revenir sur l'histoire des chapitres, alors je suis d'accord avec Cab quand les Français ils vont lire un tome d'un coup, mais pour moi les chapitres c'est une question de rythme aussi. Moi je sais qu'il y a des gens quand ils arrivent à un interchapitre, hop ils font une petite pause même de 5 secondes, tu vois, c'est rien, mais en vrai moi je sais que la fin d'un chapitre pour moi c'est hyper important, parce que si je sais que je m'arrête là et qu'après c'est un nouveau chapitre, je vais souvent placer une ellipse où ça va me faire retomber l'attention pour rétablir un nouveau contexte, ce genre de truc. Donc pour moi je sais que sur Suite Concrete on en avait parlé justement avec Timothée et peut-être Manu, je me souviens plus, mais sur le chapitre 1 de Suite Concrete on avait 2 potentiels endroits où couper, et donc ça, dans un cas ça aurait fait 40 pages, dans l'autre 64 je crois, et au final on avait besoin des 64 pages pour arriver vraiment à un point plus un rythme plus intéressant et un point culminant plus intéressant en fait. Et quand tu coupes à ça, tu dis, tu sais, t'as le temps de digérer ton chapitre, de dire ok il s'est passé tel truc, ok ça on va partir là-dessus, et après hop tu relances ta lecture. Donc pour moi ça a un peu une importance, au moins pour le premier chapitre. Ouais. Ça a une importance aussi par rapport au dessin, parce que par exemple les pleines pages de mise en situation pour expliquer à quoi ressemble la ville, le lieu et ainsi de suite, ça aide aussi par rapport au chapitrage, non ? Oui, souvent les Japonais eux, ils ont souvent la première page du chapitre qui réétablit le contexte du chapitre d'avant. Nous en français j'ai pas trop vu ça. Mais moi je sais que ça peut être intéressant, tu vois, d'avoir une fin de chapitre qui donne un point de vue et le début d'un chapitre qui donne la même scène mais d'un autre point de vue, tu vois, c'est des trucs sur lesquels on peut jouer aussi. On en revient avec ce que disait Cap, ça c'est justement lié à la sérialisation de magazines en fait. Ouais, mais justement nous on peut s'en servir de ça pour faire des effets de narration, de rythme entre 2 chapitres qu'on pourrait pas faire si c'était de la lecture d'une traite, en fait ça ne marcherait pas, tu vois. Mais ça aussi c'est rigolo, je suis le vieux de la table, mais c'est rigolo parce que ça aussi c'est culturel. En fait moi quand j'ai grandi on allait au cinéma, on avait des films, et les séries c'était des épisodes qui étaient totalement indépendants les uns des autres, qui n'avaient on pouvait les regarder complètement dans le désordre, on s'en fichait quoi. Il y avait des saisons, mais en fait on a inventé le terme de saison juste pour dire c'est sorti telle année et puis voilà c'est tout. Aujourd'hui, les séries maintenant, elles sont vraiment dans un format sériel. Je parle des séries télé. Elles sont vraiment dans un format sériel, avec l'obligation à la fin de l'épisode de se dire waouh, quand est-ce que ça arrive le prochain épisode. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait aussi, je pense, l'un des atouts des séries manga, enfin des séries animées manga quand elles sont débarquées au Club d'eau, c'est que quand ça se finissait, tout le monde était en train de ronger son frein en disant mais attends, mais mercredi prochain là, faut pas que je le rate, qu'est-ce qui se passe. Et en plus on n'avait pas de catch-up à l'époque, donc si on n'était pas là le mercredi, c'était mort. C'était mort. Tu vois là, pas la mort de Freezer et voilà quoi. Et donc on était la risée de tous les potes qui font moi je l'ai vu, il était génial l'épisode, mais vas-y dis-moi. Bah non, il fallait que tu le regardes. Ouais, ça c'est tout le principe du cliffhanger où tu dois y penser en amont de toute façon dans le scénar, tu vois. C'est ça. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, et je te rejoins complètement Senshiro, c'est que aujourd'hui maintenant, on réfléchit naturellement, nous en tant qu'auteurs, parce que c'est ce que les lecteurs veulent voir, on réfléchit en série, et donc en fait qu'on a le bon twist au bon moment, la bonne surprise pour donner envie de lire la suite. Même si effectivement, il suffit de tourner la page, ça a un impact psychologique. On attend ça en fait. On peut pas faire tout un manga de 180 pages avec un rebondissement final à la fin, c'est pas possible, ça n'est plus possible aujourd'hui. Ouais, surtout que on a une culture où de plus en plus de gens ont un temps d'attention très très limité, on va dire. Du coup ce truc de chapitrage, d'avoir au moins un petit bonbon par chapitre, c'est un truc qui fait rester les lecteurs. Là tout de suite je pense à un manga Dan Dadan, où même quand il y a un chapitre où c'est que du dialogue, où il y a un petit développement de romance et tout, le mec il cale une double page où il y a de la grosse bagarre, une table qui vole, tu vois. Donc même les gens, on va dire, qui s'endorment dès qu'il y a un dialogue, ils tournent la page, hop, ils sont réveillés, tu vois. C'est ce genre de petits éléments que maintenant on n'est pas obligé, mais on le fait de nous-mêmes en fait, parce qu'on le voit partout ailleurs. Calonne, t'en penses quoi de toutes ces histoires de tomaison et de chapitrage ?
Oui, alors moi j'ai commencé en fait le manga justement dans cet esprit-là, puisqu'à l'époque aux Humanoïdes Associés, ils avaient créé une ligne de création de manga français et européen. Shogun Magazine. Exactement, où on paraissait tous les mois donc dans un magazine de pré-publication. Donc effectivement, ça avait vraiment du sens d'avoir des chapitres. Et je suis effectivement totalement d'accord avec tout ce qui est dit, d'autant plus que je pense qu'on peut voir l'évolution en fait de la série télé avec l'évolution en fait du manga. Il y a une vraie appétence en fait. C'est vrai que quand on compare les formats un film et une série télé, on se retrouve vite à comparer en fait la BD un petit peu plus classique, 46 pages, avec en fait du manga. Vraiment la bande dessinée se concentre vraiment plus sur l'histoire, mais parce qu'il n'y a pas la place non plus de gérer la narration, de jouer avec le temps de narration, donc on est obligé d'être vraiment très percutant et d'être au cœur de l'histoire, alors que le manga est plutôt au cœur du personnage en fait. On suit vraiment le personnage comme peut le faire une série télé, et vraiment les deux évolutions en fait, je pense que la courbe a quelques années d'intervalle, mais la courbe se suit en fait. Je vous propose de rester un petit peu dans le même domaine maintenant, et qui va avec cette histoire d'automaison, de chapitrage, c'est la couverture du premier tome. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites plus qu'attention, parce que même ça dépasse même l'art entre guillemets et la création, parce que marketingment parlant, commercialement parlant, cette couverture du tome 1 elle est extrêmement importante. Vous imposez je sais pas, des couleurs par exemple chez Kana, fond blanc obligatoirement, ou il y a des choses comme ça auxquelles vous devez réfléchir? On n'impose rien. D'abord, on écoute ce que les auteurs veulent faire, et ensuite, donc on regarde si c'est assez impactant. Mais effectivement, oui, la première couve, la couve du premier tome, pardon, c'est vraiment la plus importante. Et là, par exemple, même pour des auteurs confirmés comme Jérôme sur Senseiya 2, on n'était pas forcément convaincu de la couverture de la version classique. Et on lui a demandé de repartir sur quelque chose d'autre, un autre cadrage, quelque chose de plus impactant et qui met le personnage de Shun plus en évidence en fait. Et par exemple, pour l'anecdote, on avait eu beaucoup de mal sur la couverture du tome 1 de Va-Nu-Pieds. Les auteurs avaient un cadrage en tête et pour nous il fonctionnait pas. On pensait qu'au début c'était la couleur, et en fait c'était vraiment toute la composition. Et puis on a réussi à les convaincre, et je pense qu'on a fait le bon choix, parce qu'on a quand même une couverture du tome 1, je trouve, qui claque, qui donne le personnage lutte à plus un regard de défi, tout ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile, je pense, quand on est auteur d'avoir quelque chose en tête, et quand l'éditeur nous dit de recommencer, surtout que nous on a vraiment des contraintes, et puis les personnes du marketing, les personnes de la presse interviennent et nous disent là, même la diffusion peut nous dire là, je suis désolé, le message du manga ne passe pas. Donc voilà, ça arrive qu'on refasse la couve. Et effectivement, la couve du tome 1 c'est la plus importante, et après on peut être un peu plus souple forcément quand voilà. Surtout qu'on est à une époque où maintenant il n'y a plus qu'une seule couverture par tome forcément, mais aussi il y a une couverture pour le collector ou la couverture alternative pour telle chaîne de magasins. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, on essaye de faire effectivement avec les équipes marketing, ou alors quand on fait des coffrets collector, effectivement des alternatives, ou alors pour telle librairie, pour tel événement, des jaquettes alternatives. Et pareil, on essaye d'avoir quelque chose de, on va dire un objet quali, tout ça, tout simplement en fait. Qu'en pensent les auteurs? Alors moi, en tout cas, en tant que scénariste, je suis super content de ne pas être responsable de la couve du premier tome, et je le dis sincèrement, parce que je suis tout à fait d'accord, ça fait tout. Ça fait tout, et moi je suis très à l'aise là-dessus. On dit toujours que dans une bande dessinée, c'est le dessin, c'est graphiquement que ça va d'abord attirer l'œil, et éventuellement c'est le scénario qui va vouloir donner envie de continuer, parce que effectivement, qu'est-ce qui se passe, c'était super, l'ambiance était bonne, les persos sont super, enfin voilà, etc. Mais le premier obstacle à franchir, c'est je passe et la couve elle a accroché l'œil. Tout à fait. Ouais. Et ça, je suis vraiment content d'être scénariste pour pas avoir cette responsabilité là. Je le dis sans honte, c'est vraiment. Qu'en disent les dessinateurs? Oui, mais c'est vrai en fait. En vrai, on juge quand même un livre à sa couverture. En fait, c'est parmi toute l'offre, en fait, il faut bien se démarquer. Donc, il faut avoir quelque chose qui te saute à l'œil, qui te donne envie, au moins, ne serait-ce que de prendre le bouquin et de l'ouvrir. Parce qu'une fois qu'après, effectivement, peut-être que le dessin peut te plaire, et après, comme tu disais, c'est l'histoire. Mais c'est vraiment, en fait, la couverture le plus important. Et c'est ça le gros challenge, en fait, de faire un truc
à la fois qui nous plaise, mais aussi qui va plaire aussi au public, qui représente aussi la série, qui représente le message de la série. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte, c'est pas évident. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est hyper important aussi de faire passer le bon message, que le lecteur sache plus ou moins de quoi ça parle, on est dans quel genre, juste en regardant la couverture. Et par exemple pour Talento, moi j'adore la couverture du tome 2. Et je sais pas si ça aurait été pertinent de la faire pour le tome 1 par exemple, tu vois. Non, il fallait mettre forcément Adèle au premier plan et avec justement la Super NES pour montrer que ça parle aussi de rétro gaming. Mais voilà, après c'est sûr, personnellement je trouve la 2, je la trouve incroyable avec le fond vert et tout ça, j'adore. Mais voilà, le tome 1, il y a des contraintes beaucoup plus importantes que pour les autres. Et t'as des préférences quand tu fais une couverture? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes plus que d'autres, toi en tant qu'artiste? Alors déjà, en fait, moi, je suis plus à l'aise dans la narration que dans l'illustration, parce que c'est deux métiers différents qui peuvent se rejoindre, hein, mais c'est vrai que le métier d'illustrateur, c'est quand même quelque chose de particulier, puisqu'en une seule image, il faut faire passer énormément de messages. C'était quoi la question? Si tu as des préférences justement dans ce que tu mets dans tes compositions pour une couverture ou pour une illustration, pour la communication, le marketing, je dirais que ça dépend aussi beaucoup de la série. Là on est parti sur l'idée, c'est de faire une thématique, garder la même thématique sur chacun des tomes. Donc en fait on avait un personnage, donc à chaque fois chaque couverture c'était un personnage qui était en situation en fait. Et ça aussi ça a été réfléchi en amont. C'est forcément très important de mettre le personnage principal et de le mettre dans son contexte, toujours de la même façon pour comprendre de quoi ça parle. Senshiro, toi c'est en fond blanc, la couverture du tome 1 de Sweet Concrete? De tous les tomes. De tous les tomes, ouais. C'est une volonté de ta part? Oui, parce que alors en fait, au-delà de tout ce qui... Moi je valide tout ce qui vient d'être dit, mais en fait il y a aussi le plus gros challenge pour moi, c'est l'engagement sur le long terme en fait avec les couvertures. C'est-à-dire que tout ce que tu décides comme point clé de graphisme ou d'identité visuelle sur la couverture de ton tome 1, va falloir l'assumer pour tous les autres tomes en fait. Tu vois par exemple Onera, c'est un personnage premier plan, un personnage en fond avec une certaine gamme de couleurs. Si tu arrives à faire ça sur le tome 1 mais qu'après tu galères sur tous les autres tomes, c'est chaud en fait. Donc moi par exemple ce qu'on avait fait avec Timothée, c'est que dès le début j'avais établi on va dire un template, un pattern pour les couvertures des 3 premiers tomes. Donc en gros c'était un personnage avec un fond où on voyait un gros bout de décor sur un fond blanc, parce que le décor devait émaner du personnage en fait, c'était ça le concept. Et ouais, du coup en fait j'ai vraiment fait plein de compos pour voir si justement c'était réplicable en fait. Parce que pour moi c'est ça le plus gros challenge, c'est que si tu pars sur une couverture de tome 1, ok elle claque et tout, ça envoie toutes les couleurs, mais si après tu te dis ah ouais je fais quoi pour le tome 2? Tu vois, si t'as une couverture du tome 2 complètement éclatée, ok les gens ils ont acheté le 1, est-ce qu'ils vont acheter le 2? On sait pas, tu vois. Voire même avoir compris que c'est le tome 2 de la série qu'ils avaient bien aimé, parce que exactement. Ça aussi c'est quelque chose qui est important quoi en fait, hein. Et là encore c'est ce que je dis à mes enfants, je leur parle du pouvoir de la lecture. Ils disent mais je comprends pas, parce qu'en fait ils sont d'une génération visuelle en fait, et ils vont regarder, ils vont pas lire un titre, ils vont pas lire Sweet Concrete, ils vont pas lire Onera, ils vont voir un décor, ils vont voir effectivement une identité graphique, une identité visuelle, et ça va faire tilt, et ah ouais mais super c'est le tome 2, mais si ce tilt ne marche pas, c'est fichu, ils peuvent passer à côté quoi. L'homme que vous entendez parler du pouvoir de la lecture, c'est Arnaud Dollen. Ce scénariste expérimenté est notamment l'auteur principal et le concepteur de l'univers de Cross the Ages, et plus récemment, c'est lui qui a écrit dans le label classique la bande dessinée Senseiya Time Odyssey, dessinée par Jérôme Alquier. Totalement canon et cohérent avec l'univers des Chevaliers du Zodiaque créé par Kuromada, cette œuvre nous rappelle que, depuis la nuit des temps, les dieux de l'Olympe s'affrontent pour contrôler la Terre, et qu'il n'y a bien souvent qu'Athéna qui la protège. Mais alors qu'un nouvel adversaire entre en scène interférant dans le cours du temps, tout le futur des chevaliers se trouve en danger. Ikki, le chevalier de bronze du Phénix, saura-t-il dénouer les fils du destin face à Chronos? C'est ce qui se trame dans le tome 1. Mais pendant ce temps-là, le débat continue avec Cab qui nous parle des couvertures d'Oneira. Pour ça, nous, je vais pas m'attribuer les mérites, donc je vais dire Federica, parce que c'est clairement elle qui a fait des super coups pour Onera, mais nous, on a carrément été plus loin en proposant un réel objet avec la couverture. C'était de faire en fait des codes couleurs qui vont se suivre. Si tu veux, la couverture du tome 1, elle va être fond rouge, personnage en avant bleu, du coup.
ça te fait un lien avec la couverture qui va avoir un fond bleu dans le tome 2 et vert devant pour le tome pour le personnage qui est en avant, puis le tome 3 t'as le suivi du vert, etc. Donc en fait on voulait faire un vrai truc comme ça. Il y a eu les surbrillances, c'est Manu qui a eu cette idée qui a priori fait tilt dans les yeux des gens. Donc, encore une fois merci Manu pour tout ça. Et on a même fait des tranches de couleurs différentes pour que tu puisses avoir un espèce de vrai objet de collection quand tu le mets dans ta bibliothèque, où chaque tranche en fait va avoir une autre couleur et en plus un petit logo qui va changer à chaque fois. Et je rajouterais aussi, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais les graphistes font un travail vraiment formidable et apportent souvent des idées de DA que les auteurs ou nous avons pas forcément. Et des fois on creuse des directions et on arrive à des trucs vraiment trop cool quoi. Donc merci les graphistes. Ah ouais, merci les graphistes. Et c'est marrant parce que c'est des choses auxquelles on pense pas forcément quand on est en magasin, on est en librairie. On se dit pas que ah bah tiens les auteurs ont tout conceptualisé, on pensait à tout, on se dit juste ah c'est beau, ah c'est pas beau, ah j'aime bien, ah j'aime pas. Et ça fait partie des choses aussi qui sont importantes à expliquer auprès des lecteurs, soit dans vos bonus, soit dans ces interviews, dans un podcast comme ça, quand vous êtes face à la presse. C'est des choses qui sont toujours intéressantes, je pense, à transmettre. Ah mais forcément, hein, vraiment, avant d'avoir le résultat final, on a des cinquantaines d'allers-retours entre les auteurs, le graphiste et tout. Des fois, comme j'ai dit, on change soit la DA, pareil, on a eu plein de propositions de logos avant de choisir le bon. Après le bon, on va changer un petit truc aussi. Donc effectivement, il y a un taf énorme, que ce soit pour tout le monde. Il y a un taf énorme et avant d'avoir la couve qui est en librairie, il se passe des mois et des mois en fait. En fait, on a toujours tendance à l'oublier, mais c'est que à tous les niveaux, il y a un boulot qui est énorme en fait. Si ça marche, c'est aussi en partie parce qu'il n'y a pas que ça, mais qu'il y a un énorme travail qui a été fait de préparation, etc. Donc ça c'est le premier truc qu'on oublie, c'est qu'il y a un travail énorme. Et le deuxième, ce qu'on oublie souvent, surtout dans notre société actuellement, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est une vraie collaboration. Le scénariste tout seul, il n'arriverait jamais à rien. Le dessinateur tout seul, même s'il est dessinateur scénariste, il n'arrivera à rien sans un éditeur. L'éditeur, il n'arriverait à rien sans les graphistes, sans les libraires, sans les journalistes qui parlent de ce produit. Et tout ça, on l'oublie, mais c'est un travail vraiment collectif, c'est un travail d'équipe et c'est jamais une personne qui réussit tout seul dans son coin. Ça, il faut se désintoxiquer de cette idée-là. Ça n'existe pas en fait. Puis sur les couvertures, t'as un autre truc, c'est toutes les techniques de fabrication qui sont super importantes. Tu as l'embossage, tu as la surbrillance. Explique-nous tout ça. Alors par exemple pour Sweet Concrete, on a ce qu'on appelle un pelliculage mat, c'est-à-dire au toucher on a quelque chose donc qui est plus doux, je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu plus doux, c'est pas brillant et on avait un vernis repéré, c'est-à-dire qu'on a des zones en surbrillance, notamment le logo, personnage au premier plan. C'est ça, et même le décor. Le décor derrière. En fait, il n'y a que la zone blanche qui est en mat, parce que moi c'est vrai que j'adore, je préfère les couvertures mat à l'autre matière en fait, parce que je trouve que l'autre matière colle plus aux mains, c'est moins agréable au toucher, mais du coup il fallait séparer la zone de dessin avec la zone vide en fait, et donc les deux matières je trouvais marchaient plutôt bien ensemble. Puis après voilà, faut aussi c'est bien de faire une belle C1, C1 c'est en gros la première de couverture. C'est bien de faire une belle C1, mais il faut aussi que ça matche avec la C4 et en fait quand on fait une C1 chargée, une C4 toute vide, des fois ça peut faire comment on appelle ça ? Un déséquilibre. Un déséquilibre, effectivement. Et donc, par exemple, pour Senshiro, je trouvais qu'on avait un énorme dynamisme sur la 4e de couverture du tome 1 que je retrouvais pas sur le tome 2 et pas sur le tome 3. Donc, je dis, tu peux pas rajouter des petits oiseaux, des trucs comme ça. Bon, ça l'énervait beaucoup, mais moi, je suis très fier du résultat. Et t'as vraiment rajouté des petits oiseaux ou pas ? Il a rajouté des petits oiseaux. Des petits oiseaux en couleur, vraiment, tu sais, fait au lasso. Et il y a du vernis sur ces oiseaux. C'est ça, et je suis très content. Et par contre, le gars qui a fait le vernis, il a dû se tuer à la tâche parce qu'il y a des toutes petites zones vraiment. C'est une machine, je pense. Non, ce qui montre que le travail d'équipe est pas toujours simple, hein, voilà, mais justement, c'est ça qui fait son intérêt. Non, aussi. c'est sûr que on veut aussi pousser les trucs à son paroxysme. Moi, j'ai aussi un petit côté perfectionniste. C'est vrai que je sais que ça embête les auteurs des fois qui sont là, non mais c'est bon, moi je l'ai fini quoi. Je suis là, non mais vas-y s'il te plaît, viens on booste un petit peu ça parce que je pense que le rendu peut être cool. Pareil pour le tome 3, je lui dis tu veux pas rajouter un petit graffiti sur le mur et genre des méchants là qui oui, derrière. Oui. Et puis bon ok allez c'est bon. Et franchement moi je suis content du résultat et je trouve que c'est mieux et ça fait moins vide en fait.
parce qu'il a vraiment des C1 hyper dynamiques et ça cassait en fait. Pour moi, la C4. Mais bon, s'il n'était pas d'accord, on l'aurait pas fait. Forcément, on n'est pas là pour. T'as retenu Senshiro ? Si t'étais pas d'accord, il l'aurait pas fait. On aurait insisté. Note pour plus tard. Au bout du 25e de Manu avec marqué urgent entre crochets, j'ai fait bon allez, on arrête. Ouais. C'est vrai, on apprend de ses erreurs aussi. Hein. Je fais moins de mails urgents. Ça vous intéresse toute la partie fabrication de vos œuvres ou c'est quelque chose dont vous vous détachez un petit peu parce que vous n'êtes pas forcément assez expert dedans ? En fait, moi, j'avoue que j'adorerais voir en fait sortir de l'imprimerie là, les rouleaux, parce qu'en plus j'ai une espèce de passion pour les machines. Voilà, ça me fascine, ça m'hypnotise. C'est captivant, ouais. Hein. C'est très captivant et voilà, j'aurais bien aimé voir voilà les premiers rouleaux sortir et tout. Pour le coup, pour être allé au BAT de Senseiya 1, alors c'est cool. C'est incroyable. Ah, tu prends une claque même quand tu vois l'encre couler. Ah, j'en étais sûr. Les plaquettes gravées, quoi. C'est incroyable. Mais vu que c'est enregistré, que ça va être diffusé, que tout le monde va l'entendre, tu peux aussi proposer à tes auteurs de les emmener la prochaine fois tous ensemble dans logiquement, une imprimerie. En fait, voilà, comme c'est une bande dessinée, on invite les auteurs au BAT. En manga, ça se fait moins, je pense. Et, on le mérite pas, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Vous avez retenu on invite Allez, vas-y. les dessinateurs et pas les scénaristes. Veuillez contacter l'événementiel, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai qu'en BD, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Jérôme devait venir et par problème d'agenda n'a pas pu venir. Mais voilà, pour le tome 2, peut-être, pourquoi pas. Si vous êtes dispo, en Belgique. Voilà. C'est noté. Et si on n'a pas participé aussi au projet, on peut venir ? Alors envoyez un mail presque à... On envoie le mail, on met entre crochets urgent. Urgent. C'est la clé. Et toi, Cab, en tant que scénariste, toute la partie fabrication, parce que t'es scénariste, mais tu crées aussi un univers, donc ça, forcément, ça te concerne un petit peu aussi. Alors, je vais rebondir sur deux trucs que Manu a dit tout à l'heure en disant ouais, il y a 50 mails entre les essais, etc. Pas pour nous en général. Pour nous, oui. Ouais. Onera, il y a eu un essai pour la couverture du tome 1. Non, il y a eu 2 essais. Vous avez choisi vraiment, je crois dans la semaine c'était fait. Le tome 2 pareil, le tome 3 pareil, le tome 4 c'était là il y a pas longtemps. Mais en fait, c'est vrai que pour Onera, en fait, on a genre 2 déclinaisons. On fait allez hop, on part là-dessus. Et c'est bon. On n'a jamais à dire en fait la colo pas ouf. Non, c'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Federica est monstrueuse en termes de couverture. Et l'anecdote, c'est, je sais pas si t'étais déjà chez Kana, mais moi j'avais proposé une couverture. Tu te souviens de ça ? Non. Moi je suis arrivé, il y avait la belle couverture, j'ai dit ça a l'air sympa ça. J'avais proposé une couverture, j'avais dit ouais je ferais bien ça, etc. machin. Et Timothée m'avait dit hey, c'est nul. Et j'avais dit ah bon ? C'était un mouton ? J'avais dit ah bon, parce que moi j'aime plutôt bien, tu vois. Et il m'a dit non en vrai c'est vraiment pas bien. Et Federica a fait moi j'ai une autre proposition, elle l'a fait et le lendemain Timothée a fait bah ça par exemple c'est bien. Et depuis je n'ai jamais refait de proposition. Voilà. Non mais ce qui est incroyable avec Federica, c'est des fois on dit ouais pour la coupe du tome 4 peut-être qu'on devrait faire un truc comme ça. Elle fait attends. Et là elle partage son écran, elle te fait un espèce de dessin en 30 secondes, on fait bah ouais ok. Genre comme ça ouais. Fin et voilà. C'est le talent quoi, le talent et le partage d'écran, ça c'est très pratique. Exactement. Aussi quand on fait des rendez-vous maintenant. On parlait de l'influence japonaise, il y a aussi l'influence américaine quand on parle de couverture, parce que eux leur spécialité c'est d'avoir des cover artistes. Ça vous brancherait ce genre de choses ? Non. En tant qu'artiste ou... Alors là pour le coup en tant que scénariste non, parce que pour moi ce serait retirer un truc qui a l'air de faire plaisir aux dessinateurs, hein. Je sais pas si c'est le cas mais je sais que Federica s'éclate beaucoup sur les couvertures, que c'est un espèce de moment de repos, de faire une illustration etc machin, en plus de faire quelque chose qu'elle sait qui va avoir un impact sur le public etc. Donc moi ça m'embêterait au contraire de faire appel à quelqu'un. En revanche les logos par exemple, je trouve que c'est un vrai truc qui est méga utile etc. Et quand Kana nous a proposé le logo, j'ai trouvé ça très chouette. Et ça par contre je trouve ça intéressant, les maquettistes etc. et donc les graphistes dont tu parlais tout à l'heure, qui eux proposent des petites choses, hein. Tu te souviens, t'avais même ajouté des petits cadres et tout. T'avais demandé aux graphistes de pimper le truc. Et ça par contre je trouve ça intéressant. Ce qui encore une fois confirme ce que Arnaud disait tout à l'heure, à savoir bah c'est un travail collectif et faut l'admettre comme ça. Mais pour autant faut pas retirer des choses qui peuvent faire plaisir aux dessinateurs. Si jamais c'est le cas, on va laisser les dessinateurs répondre. Alors moi pour le coup, si ça part en mode il y a la couverture classique faite par nous,
et il y a une couverture par exemple bonus qui soit de l'autre côté de la couverture, par exemple les doubles couvertures, ça c'est pas mal, je pense à Bakemonogatari chez Pika, une couverture faite par un autre artiste en bonus, ça peut être vraiment cool. Mais pour moi il faut que la couverture soit faite par l'artiste, parce que justement en comics pour moi c'est un truc qui réfrène pas mal de gens. C'est que souvent t'as un titre en magasin, tu vois une couverture de dingue, tu fais oh, putain, et t'ouvres et tu fais ah merde, et après tu refermes et tu remets dans l'étagère, tu vois. Moi ça m'arrive tout le temps en comics, et du coup j'ai pas envie qu'il y ait ça en manga, cet effet d'ascenseur émotionnel un peu. Ouais, je suis d'accord. Moi je m'éclate pas spécialement en couverture et en illustration, mais ça n'empêche que je préfère la faire. Alors j'ai une petite question si je peux me permettre, c'est du coup par rapport à ce que t'as dit Senshi et Kalon, j'aimerais bien que tu répondes aussi, ce serait qui pour toi l'artiste dont t'adorerais avoir une couverture alternative? Senshiro. Moi-même. Ah non, ça c'est dur, attends, parlez pendant que je réfléchis. Kalon, toi t'aurais quelqu'un, t'aimerais que ce soit... Ouais, Tsukasa Ojo, ouais. Ah ouais, putain, oui, alors toi, oui, d'accord. Bah tu me demandes, non, mais j'entends, bien sûr, j'entends. Soit tu demandes à un pote, soit tu demandes à quelqu'un de très connu. Oui, d'ailleurs il est encore là, non? Il n'y a pas du boulot. Autant qu'on est là, Araki, hein, allez. Ah oui, d'accord, si on a budget limité, pourquoi pas, hein. Alors sur les couvertures alternatives, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement il y a le respect de l'auteur, et moi je suis totalement d'accord avec ça, mais les Américains ils s'en foutent, donc tu veux publier aux États-Unis, bah ok, d'accord, c'est pas toi qui fais tes couvertures, quoi. Et effectivement on va certainement pas bouder notre plaisir, mais Albator avant Senseiya et donc maintenant Senseiya, la série, les deux séries sont sorties aux États-Unis. Et c'est un imposé. On vous demande pas le choix. Tu veux sortir aux États-Unis, il y aura des couves alternatives et réalisées par des dessinateurs que tu pseudo choisis, quoi. Disons qu'on va dire que tu valides. Tu as le droit de dire que vraiment c'est moisi, que vraiment ça te plaît pas, mais c'est pas super bien vu, quoi. Après, il y a quelques illustrateurs ultra talentueux aux États-Unis, donc tu peux aussi super bien tomber. Ah oui, tout à fait, tu peux super bien tomber. Mais moi, alors c'est purement personnel. Mais par exemple sur Albator, Jérôme m'a montré les couvertures alternatives. Il y en a une, j'ai rigolé, quoi. Mais vraiment, j'ai dit celle-là j'aurais pu la faire, quoi. Et Jérôme me dit ah ouais, mais c'est en fait, dire. Ouais, c'est dire. Ouais. Et Jérôme m'a dit ah ouais, bah en fait c'est l'auteur qui a le plus le vent en poupe. Il pense que c'est ce tome, enfin cet exemplaire de comics avec cette couve-là qui vont vendre le plus, quoi. J'ai fait sérieux. Donc voilà. Bon, en tout cas, mais c'est pour les Américains. Voilà, eux ils gèrent ça différemment. Peu à peu, vous commencez à être confronté à des lecteurs non francophones? Alors oui, nous on sort en Italie en fait en octobre prochain, donc on a déjà un public italien qui est assez installé, hein. Star Comics a commencé, Star Comics qui est donc l'éditeur en Italie, a commencé à prospecter un petit peu, à faire un peu de promo là-dessus, et Federica est assez connue là-bas, donc forcément il y a une certaine attente. Et il me semble que Senshi, toi aussi, on est en Serbie, c'est ça? Alors il y avait eu une traduction en anglais du premier tome sur Europe Comics. Europe Comics, ouais, voilà. Du coup, il y avait j'avais des Anglais qui suivaient mon travail, qui avaient pu découvrir la série. Et après, donc il y a eu une sortie en Serbie. Je crois que les 3 tomes ils sont déjà sortis. Ouais. Je crois que ça a été très rapide. Les mecs vont super vite, quoi. Ils nous préviennent même pas des fois. C'est vrai que c'est assez marrant. Ça a été hyper rapide. S'il ne lit pas le serbe, Senshiro maîtrise parfaitement le langage de la bande dessinée et du manga. Ce talentueux illustrateur se lance corps et âme dans la création avec Sweet Concrete aux éditions Kana, un récit en 3 tomes qui met en scène une flic fonceuse, un mercenaire futé et une gamine attachante qui doivent unir leurs forces. En effet, dans la mégalopole de ciel azur, pour préserver les apparences, la vérité est parfois étouffée. Ainsi, Asa, une jeune policière éprise de justice, voit sa curiosité piquée lorsqu'elle découvre l'arme de service de son défunt père avec un étrange symbole gravé sur le canon. Au fil de ses recherches, elle comprend que, pour découvrir la vérité sur le mystère qui entoure son père, elle devra se rendre à la Citadelle, un mystérieux ghetto où règne le crime et où les lois de la nature ne semblent pas s'appliquer. Kana en aparté continue, et nos différents auteurs échangent sur l'internationalisation de leur travail et les conséquences qui vont avec. Nous on avait des reviews aussi en anglais, ça c'est assez chouette aussi, même de constater les trades. C'est vraiment, moi j'aime bien recevoir ça, il y a un truc, ah ouais c'est impressionnant quand même, tu vois, c'est un vrai truc. Mais je comprends pas du tout mon manga, mais c'est super impressionnant. Bah en anglais ça va, en serbe,
C'est chaud, hein. Non mais en anglais ça va. Et non mais c'est très drôle. On s'est retrouvé aussi. Alors je sais pas si tu le sais, mais on a trouvé Sweet Concrete aussi sur le même site. On est en russe quelque part. Ah, moi j'avais vu des copies anglaises sur des sites russes. Ah non, moi j'ai vu Sweet Concrete en russe. Ah, Sweet d'accord. Concrete et Onera en russe. Faut nous remonter ça par contre. Hein. Oui, vous vous faites peut-être pirater en fait. Ah mais on se fait c'est du pirater parce Scantrad, que oui, je c'est pense, vraiment du Scantrad illégal. Anecdote sur le Scantrad, il y a un mec qui en fait en France à qui j'ai envoyé un mail en lui disant bah gars T'es sérieux? t'es sérieux, tu vois, c'est vraiment pas possible. Et le mec m'a envoyé un mail, c'est une vraie histoire, en me disant ok je te propose un deal. Ce qui déjà la première phrase m'a un peu fait tiquer. Et il me dit, parce que c'était quand ça sortait sur Mangayo. Ok, ouais. Et il me dit, dès l'instant où il sortira en physique, je le retire du site. Ça me paraît un bon deal, comme ça on y gagne tous les deux. Je fais, mais casse-toi. T'es fou quoi? T'es en train de, tu fais un truc illégal, y a pas de on fait un deal. Voilà. Ah là là. Et du coup, tu t'aurais gagné quoi? Parce que je comprends pas, on y gagne tous les deux. Parce que lui, il gagne de l'argent Parce que avec lui, ses pubs ouais, sur mais le lui, site. il me fait connaître. Mais non, mec. En plus, on sortait déjà sur Manga.io en scan en fait. Donc c'était un truc où, en plus, ça me rapporte de l'argent. T'es en train de me voler de l'argent, mec. Tu peux pas faire ça. Et me dire après, ouais, on est en 50-50 tous les deux. On est ensemble. Gars. On est ensemble. Ouais. Vous recevez beaucoup de messages des lecteurs ou d'autres gens qui tournent autour de vous? Ouais, en général, quand on va en dédicace, les gens ils prennent la dédicace en photo avec merci, trop cool et tout. Donc ça, ouais, on reçoit souvent ça. Des gens, tu sais, qui tu les croises une fois en dédicace, ils disent ah j'ai pris les 3 tomes machin, et puis genre 3 mois plus tard, ah j'ai tout lu, trop bien, merci. Ouais, ça c'est gratifiant en plus. Je trouve. Il y a un vrai truc. Et on reçoit, je pense que toi aussi, mais des dossiers des fois. Ouais. Ouais, ça c'est. Moi ça je leur dis gardez la pêche parce que moi je veux que les dossiers les voir en vrai. Genre j'aime pas écrire sur Instagram, c'est trop chiant. Parce que tu sais le mec qui t'envoie un dossier, tu vas pas lui faire un pavé de 8 paragraphes. Et moi je le fais. Ah bah ouais, toi t'es un écrivain, t'aimes bien écrire. Un écrivain. Un écrivain. Moi je le fais parce que je pense que moi ça m'aurait fait du bien à l'époque qu'un auteur que je suis allé voir, parce que souvent c'est des gens que t'as rencontrés en dédicace effectivement, et je crois que je trouverais ça un peu gratifiant que quelqu'un de professionnel, je fais des guillemets avec mes doigts dans le podcast, on est génial. Oui, mais on l'entend. Ouais. Wink wink. Je trouve ça toujours gratifiant de pouvoir donner un avis professionnel à quelqu'un qui est venu te voir, parce que pour lui c'est un peu de bons conseils, parce que on peut se renseigner sur internet et tout, mais c'est vrai que l'interaction avec quelqu'un du milieu est toujours plus intéressante et peut-être plus pertinente. Et du coup je détaille, etc. Alors je reçois des fois des trucs qui sont vraiment bien, hein. D'ailleurs y en a un que t'as vu. Ouais, tu fais remonter, c'est cool. Ouais, en général moi je fais remonter, je dis t'as rendez-vous avec quelqu'un dans une demi-heure pour ça justement, et je trouve ça cool parce que c'est un truc de partage où il y en a qui savent pas comment trop envoyer des dossiers, quoi mettre dedans, c'est toujours très flou. Des fois quand tu dis aux gens tu sais que c'est que 3 tomes, ils te font quoi? Et ouais, il y a des règles édito qui sont pas connues, et malheureusement ça manque de transparence et d'infos, peut-être malheureusement de la part des éditeurs. Faudrait que ce soit un truc vraiment beaucoup plus démocratisé que ça. Et moi je prends le temps de faire des retours même sur des projets objectivement pas bons. C'est de dire faudrait que tu travailles là-dessus, potentiellement lis tel bouquin, etc. machin. Et je pense que ça fait du bien. Voilà. Oui, pareil, moi quand je reçois en fait des demandes de conseils, je prends toujours le temps de répondre, ça me paraît être le minimum. Bon, c'est peut-être parce que j'en reçois pas tant que ça non plus que je peux me permettre de prendre le temps de répondre. Mais c'est vrai que souvent, en fait, les messages, en tout cas que moi je reçois, c'est souvent après les dédicaces. Donc on reçoit souvent beaucoup de messages après les dédicaces. Ça peut arriver effectivement après la lecture du tome, quelques mois après, qu'on ait un retour. Donc on s'y attend pas forcément parce qu'on n'a plus d'actualité, mais de recevoir un petit message comme ça fait toujours super plaisir. Et mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, pas pour recevoir des messages, mais pour recevoir en fait savoir l'attente du public, ce qu'il en a pensé, en fait si ça lui a plu, si ça l'a fait triper, et c'est pour eux qu'on fait ça. Et en revanche, tu as un compte officiel Calonne sur les réseaux sociaux, sur plusieurs réseaux sociaux. Oui. Tu as quel rapport avec ce nouveau mode de communication qui est de moins en moins nouveau d'ailleurs? Pour ma part, je trouve ça très long à gérer si tu veux vraiment bien le faire, parce que c'est un outil extraordinaire qui peut toucher énormément de personnes. Mais déjà, ça demande beaucoup de temps. 2, ça demande aussi une maîtrise en fait de l'outil, et mine de rien d'une espèce de charte graphique. Voilà, donc c'est aussi un métier. C'est pas pour rien en fait qu'il y a des gens qui sont employés pour ça. Mais de toute manière maintenant c'est un passage obligé. Si tu veux un minimum de visibilité, il faut pouvoir en fait le promouvoir sur les réseaux.
Après, tu peux être plus ou moins à l'aise. Je sais que TikTok, j'ai jamais testé. Je me suis jamais penché, par exemple, dessus. De toute façon, je sais pas si ça va continuer à perdurer là. Mais donc je me dis, j'attends, on verra bien. Et par exemple, de faire des journées de dessin sur Twitch, ce genre de choses, ça t'amuserait ? En fait, c'est ce que je faisais pendant le confinement, mais on est beaucoup à avoir créé un compte Twitch pendant le confinement, justement parce qu'on avait été privés de ce rapport avec le public. Et on est nombreux à avoir ce manque-là et donc du coup avoir justement créé une chaîne Twitch où ça permet déjà de continuer à dessiner tout en ayant les retours directs des gens qui se connectent. La contrepartie, c'est que ça prend beaucoup plus de temps puisqu'en fait tu gères ton dessin, tu gères le chat, tu réponds. Quand tu réponds, parfois tu t'arrêtes de dessiner aussi, tu déconnes un petit peu aussi. Mais si tu réponds pas, il te... Tu peux très bien partir du principe que tu fais des sessions de dessin en live et en fait tu laisses le chat défiler. Moi c'était pas ma philosophie, moi c'était plus vraiment une histoire de partage en direct avec les gens qui me suivaient et justement pouvoir répondre aux questions. Parfois ça m'arrivait de faire des espèces de commentaires même en fait au fur et à mesure, en fait d'expliquer pourquoi je choisissais tel et tel cadrage. Je leur donnais des petits trucs en disant attention là il faut pas dessiner dedans parce que c'est la tranche, etc. Donc en fait c'est des choses que les gens aimaient bien et moi j'aime bien partager ça aussi. Ça fait partie il y a les nouvelles générations qui arrivent aussi, donc c'est bien de leur donner un petit coup de pouce. À notre époque, enfin en tout cas de la mienne, il ne fait pas de réseaux sociaux. C'était plus complexe d'avoir... parce que moi aussi je suis plus proche des 50 que des 40, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc c'était plus difficile d'avoir des retours, à part en salon et en convention. Et l'outil les réseaux sociaux est vachement bien pour ça et je pense que les auteurs ont aussi un rôle à jouer pour former les générations prochaines puisque ça fait effet boule de neige. Plus il y aura des gens qui vont dessiner du manga français, plus il y aura d'offres, peut-être que ça va se démocratiser aussi, ça va vraiment rentrer dans les habitudes d'acheter du manga français ou en tout cas européen. Quel rapport vous entretenez tous avec vos réseaux sociaux officiels si vous en avez des... Arnaud ? Aucun. Non en fait on va pas, c'est pas du tout le sujet mais voilà, moi je suis largement plus proche de mes 50 que de mes 40 et les réseaux sociaux, une fois de plus je suis le dinosaure autour de la table et moi les réseaux sociaux ça m'a jamais attiré pour une raison, enfin tout un tas de raisons mais une que tu as souligné Calonne, c'est que si tu veux bien le faire ça prend énormément de temps. Et en fait, j'ai décidé de ne pas le faire, de ne pas prendre ce temps-là. Jusqu'au jour où ma fille m'a dit bon papa, là maintenant tu veux publier Senseiya, c'est pas possible, il faut au moins que tu sois sur Instagram. Oh, mais j'y connais rien. Mais c'est pas grave, je suis ta community manager. Donc ma fille est ma community manager. La classe. La classe, c'est cool, ouais, mais ma fille, mes enfants, c'est vraiment la classe. Elle fait bien le boulot du coup. Ouais, elle fait très bien le boulot. Et tout ça. Ouais. Et puis je me prends des tirs quoi. Papa, tu peux pas lâcher un vu là, c'est pas possible. Faut que tu répondes tout de suite. Ouais, enfin bon, 2 minutes. Non. Au moins tu mets un cœur. Enfin, tu fais quelque chose, papa. Et donc c'est pour ça aussi que mais je suis d'une autre génération, moi c'est vraiment le contact humain qui me plaît et c'est dans la dédicace, voilà, quand je me déplace, j'y arrive pas tout le temps parce que ça demande du temps, ça demande de l'organisation pendant ce temps-là et tout le monde autour de la table vous le savez, quand on est dans un salon on bosse pas et donc on a un éditeur Manu au hasard qui dit bon au fait les planches là ça arrive, non je te charge mais mais voilà. Nous on est des auteurs et on bosse aussi les week-ends donc tant qu'on est sur un salon on ne peut pas avancer sur ces sujets-là mais moi et je pense que c'est le cas de tout le monde ici mais moi quand je suis à une dédicace là je suis vraiment pour le public et on me pose des questions, je réponds, je prends le temps sur Senseiya tu dois tomber sur des gens qui ont énormément de choses à dire. Ah oui non mais alors bon on a cette chance là effectivement d'avoir d'être en contact avec des gens qui sont déjà des passionnés longtemps avant notre travail donc et qui nous posent tout un tas de questions et qui veulent savoir comment on a travaillé, comment on travaille avec le Japon et Maître Kurumada, comment ça se passe, etc. Donc on a vraiment beaucoup de gens qui sont déjà passionnés de Senseiya avant d'arriver et donc ça c'est vraiment très très chouette et c'est des moments de partage autour de comment on a découvert la série, tiens toi tu m'as l'air jeune, comment tu l'as découvert, mais c'est mon papa qui m'a montré, etc. Et donc tous ces moments là sont vraiment chouettes et on les repère, les gens en fait, il y a des gens qui viennent, ils ont des dessins, ils ont fait quelque chose, ils ont travaillé sur quelque chose et là il faut prendre le temps de s'arrêter ou alors, et là je le fais, de dire bon écoute on n'a pas trop le temps, il y a vraiment beaucoup de monde, contacte-moi via typiquement Instagram et on prendra un petit peu plus le temps d'en parler en fait. Et Twitch, TikTok, ça vous branche en tant que scénariste ou dessinateur ?
Alors moi on m'avait dit essaye TikTok, au début je voulais pas parce qu'en fait ça me fait chier et j'ai trouvé une astuce pour gruger, c'est que en fait comme depuis pas longtemps je travaille en numérique, sur mon logiciel il y a une fonction qui enregistre ce que tu fais pendant que tu pendant que tu travailles sur une planche ou un dessin. C'est quoi, c'est Clip Studio C'est ça, voilà. Et donc il y a une fonction timelapse. Ouais. Et donc en gros une fois que mon dessin est fini ou ma planche est finie, j'exporte ce timelapse, je le balance sur TikTok, je ferme et je lis même pas les commentaires ou quoi. En plus à chaque fois sur chaque vidéo je mets suivez-moi sur Insta, comme ça j'essaie de les rabattre. Voilà, c'est vraiment une Arrêtez technique, TikTok s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, ouais. Après Twitch, moi en fait j'en consomme pas trop. Et comme Arano, en fait moi j'aime bien les réseaux sociaux, c'est cool et tout, mais moi pour parler à des gens il faut que ce soit en face. Par message j'y arrive pas. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, moi je fais pas trop de... En fait je fais des retours, par exemple s'ils posent des questions sur les dossiers d'édition, les gens qui m'envoient des messages, mais dès qu'ils veulent des retours sur des planches, je leur dis là je suis en dédicace, trouve-moi là en fait. Et moi je préfère vraiment expliquer en vrai, parler en vrai, quitte à les revoir à plusieurs conventions, tu vois, c'est bien. Des fois il y en a, je leur dis on se revoit en novembre, en novembre tu m'apportes 15 pages finies, et si c'est pas au niveau, attention, tu vois. C'est un éditeur le mec. Je donne des devoirs et tout, tu sais, je fais mon petit dictateur et tout. Mais voilà, Twitch en fait je me sentirais pas de me filmer en train de dessiner et de parler en même temps à des gens. Moi j'aime bien quand je dessine, je suis concentré, tu vois. J'ai un truc à faire, je vais jusqu'au bout et après c'est fini. Et Cap, tu t'imagines écrire pendant que les gens te regardent? Non. Non, en plus. C'est tellement chiant. C'est affreux, mais ce serait aussi chiant pour eux, tu vois. Mais oui. Mais tu n'en sais rien. En plus, l'énorme défaut sur les réseaux sociaux avec les scénaristes, c'est. Tu vois, toi, sur les réseaux, tu peux poster des extraits de planches ou justement montrer des lives, etc. Tu peux rien montrer, tu vois. Ouais, j'avoue, tu spoil. Voilà, c'est. Là, j'ai écrit 7 pages. Là, t'as Manu qui va m'appeler, qui va me faire. Tu retires immédiatement, en fait, parce que c'est un spoiler. Fin, tu vois. Donc, t'as pas grand chose à poster. Et du coup, sinon, comme Togashi, tu sais juste le numéro de la page. Ouais. Quand tu seras connu comme lui, tu vois, tu feras ça? Non. Non, parce que. Déjà, parce que ça n'arrivera jamais, parce que je suis pas Togashi, mais surtout parce que. Je trouve ça moyennement intéressant et montrer le numéro de la page n'a pas énormément de sens parce que les gens peuvent ne pas comprendre à quoi ça correspond et tout. Donc les réseaux, moi je vais prouver que je suis jeune, je trouve ça éclaté au sol. Waouh. Je suis jeune. Moi ce que je fais en revanche, c'est que je fais aussi des ateliers BD dans des écoles. Et notamment je travaille avec Jérôme. En fait le principe c'est on est devant une classe, ils ont bossé sur un texte de français qui est un texte court où ils l'ont choisi avec leur prof de français et en fait on leur montre comment on transforme un texte court en une planche de bande dessinée. Et donc du coup on fait un atelier où on explique un petit peu ce que c'est que d'écrire un scénario, quelques astuces parce qu'il y a quand même des choses à dire, comment faire des dessins avec des formes simples, géométriques, et puis après on met en scène le travail entre le scénariste et le dessinateur, donc on a déjà préparé à l'avance. Et cette manière là, donc une fois encore, comme on le disait avec Senshiro, on est en face des gens, mais ça c'est quand même vachement mieux et ça permet d'illustrer vraiment le travail qui est fait du scénariste, parce que montrer comment on écrit, moi il y a un truc qui m'éclate, c'est quand j'écris, parce que je suis romancier aussi, donc j'écris parfois pendant plusieurs heures, et puis à un moment je me dis non mais en fait c'est couillon, j'ai effacé un truc il y a 2 heures alors que c'est bien, donc j'enregistre mon fichier et puis je fais CTRL-Z pour revenir en arrière, et là je vois que j'écris mais n'importe comment quoi. J'ai commencé un bout là, j'ai arrêté là, j'ai décopié, j'ai mis et en fait c'est très rigolo de regarder comment tu as écrit ton texte, et en fait c'est dans la tête que ça se passe, tu vas réarranger tout, et autant le dessin il y a une création, il y a quelque chose qui surgit, et puis le dessinateur il va pas commencer, gommer, recommencer, regommer, ah ben non attends je vais prendre mon morceau là, je vais le mettre ici. C'est pas comme ça que ça se fait un dessin, il y a beaucoup plus de préparation. En tout cas moi je sais pas comment tu fais Cab, mais moi au moment de l'écriture je suis dans une ambiance et puis en fait je peux tout réarranger comme je veux, c'est vachement plus simple mais c'est vachement moins sexy à présenter. Oui c'est ça, c'est que l'écriture il y a un côté chaotique. Mais même chaotique moche, parce qu'un script c'est vraiment pas très agréable à lire en vrai, bon, en plus je ferais vraiment comme des scripts de films, ça va être extérieur jour, un tel, avec des suggestions de plans et tout, et ce que je trouve intéressant dans le fait de bosser avec un dessinateur, c'est que j'ai l'impression qu'ils mettent de l'ordre dans notre chaos, tu vois ce que je veux dire. Il y a un vrai truc intéressant de se dire ce que j'ai fait là à lire c'est chiant quand même, et quand je vois les planches de Federica je fais putain ce que j'ai écrit là c'est chiant à lire mais c'est vachement moins chiant à regarder, tu vois.
Donc il y a un vrai travail de dynamique que je trouve intéressant. Et j'ai une anecdote là-dessus. Donc en fait, j'ai soumis il y a une semaine ou deux le script complet du tome 3 de Senseiya à Jérôme. Et en fait, il m'a raconté que donc alors, je le découpe en scène, hein, on sait combien de pages ça va prendre, etc., etc. Et puis, alors, on s'est mis d'accord avec Jérôme, et moi ça m'arrange. Je lui raconte une histoire, quoi, en fait. Hein, les plans, je lui raconte comment ça se passe. C'est pas une nouvelle, mais pas loin, en fait. Et en fait, Jérôme, on a eu peu de temps là pour discuter, mais Jérôme, il me dit, en fait, sur la scène numéro 1, j'ai commencé à la lire, et puis j'ai fait un commentaire, puis 2 commentaires, puis 10 commentaires, puis 20 commentaires, parce que c'est pas comme ça que je vais le mettre, c'est pas le personnage, il arrive pas comme ça. Puis je me suis arrêté, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je lise tout pour m'imprégner de l'histoire. Et après, on discutera de comment je vais la mettre en scène. Mais il faut pas que on est d'accord là-dessus. Il faut pas que, voilà. L'écriture, c'est très chaotique, on raconte une ambiance et des petites touches, etc. Et le dessinateur, lui, il va reprendre ça, il va structurer ça en cases, il va le découper, il va mettre le rythme. Et c'est là qu'on voit effectivement la différence entre un illustrateur et un dessinateur de bande dessinée. Tu le disais, Calonne, et pour moi, c'est 2 métiers complètement différents. Ouais. Tout à fait. Et on peut être presque pas bon en dessin, mais être ultra puissant en narration. Et c'est ce que montre aussi souvent le manga. Hein. Les dessins sont minimalistes, mais alors en termes de narration et de mise en mouvement, efficacité maximale. Voilà, c'est génial. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'est 2 exercices qui sont vraiment différents. Et effectivement, j'aime bien l'idée du fait que le chaos existe et que tout ça est ordonné en cases par le dessinateur. C'est vraiment ça. Alors, Calonne, est-ce que tu mets de l'ordre dans le chaos ? Mais oui, comme tout dessinateur, du coup. Oui, alors, moi je travaille avec Guillaume d'Horizon, qui me fait des scripts quand même assez détaillés, donc c'est-à-dire page par page, case par case, vraiment ce qui s'y passe, tout en me laissant totalement libre de réagencer tel que moi je le vois, puisqu'en fait il part du principe que j'ai une autre vision aussi de la mise en place de la caméra, en fait, si on peut faire une analogie. Donc si j'estime qu'il y a un plan qui va mieux marcher en changeant ou en ralentissant ou en rajoutant même une case en fait pour ralentir un petit peu la narration, pour donner un petit peu d'aération ou inversement, voilà, je suis totalement libre là-dedans. Donc je pense qu'il a un petit chaos intérieur qui est un petit peu agencé. Peut-être que j'en mets un petit peu chez lui aussi, mais au final, en fait, le final c'est ça. En fait, il faut que ça soit structuré. Chaos et structure, ce n'est pas un problème pour Calonne. L'expérimentée dessinatrice a tout connu, de l'arrivée du manga en France au premier mouvement de création dans l'Hexagone. Talento 7, avec Izu au scénario, est déjà son 4e manga. Dans celui-ci, un peu à la manière de Bakuman qui proposait une plongée dans le milieu de l'édition du manga au Japon, on suit ici le parcours d'Adèle qui veut devenir créateur de contenu pour partager au plus grand nombre sa passion pour la vieille console de jeux vidéo. Son problème, c'est qu'il est totalement paralysé devant une caméra. Mais sa rencontre, lors d'une convention avec le vidéaste Benzu, va tout changer. Le voilà désormais en lice pour le concours de la Star Web Academy, qui permettra aux vainqueurs d'intégrer le fameux Talento 7. Pas de concours d'académie en revanche ici dans ce podcast, où il est encore question de l'artiste seul face à sa feuille blanche. Et toi, Senshiro, est-ce que tu mets de l'ordre dans ton propre chaos ? Alors moi je sais que j'avais testé la technique du script pour le tome 1 de Sweet Concrete. Bah plus jamais, parce que c'est horrible. Alors moi pour le coup je suis pas du tout doué avec les mots en fait. Même des fois quand j'écris un déroulé par exemple d'un tome, souvent je vais buter sur un mot. Tu sais, j'ai l'idée abstraite dans ma tête mais je ne connais pas le mot en français ou quoi. Donc là je sais que depuis quelques temps je travaille uniquement au dessin en fait. Genre je cherche même plus à écrire qu'est-ce que je vais faire et tout. C'est vraiment des petites phrases sur des listes comme des listes de courses. Et après je passe directement au dessin parce que bah, c'est mon truc à moi, je sais visuellement je sais comment représenter un truc, j'ai pas besoin de faire des phrases ou quoi. Et ça c'est un truc de ouf, moi je sais pas comment tu fais. Hein. Ouais. Non mais je serais totalement incapable de faire ça quoi. Pareil. Moi pour le coup c'est l'inverse en fait, je sais pas comment vous faites parce que genre moi déjà juste faire des phrases correctes, tu vois, en français correct c'est dur. Mais alors écrire des trucs où tu vois tu dois faire passer des émotions et tout ça, choisir les bons mots, le bon rythme. Moi je sais pas faire donc tu vois on a chacun nos qualités, c'est bien. Ouais c'est ça, toi tu réfléchis en images alors ouais, qu'en fait ça, ouais. vous réfléchissez avec des mots en fait. Bah c'est un moyen d'expression de toute façon le dessin. Alors il y a ça et Arnaud et moi avons un énorme point commun, c'est qu'on est des très 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 gros consommateurs de romans et donc peut-être qu'on a aussi ce plaisir d'écriture. Alors moi j'écris un roman pour Onera mais je ne suis pas romancier.
Là où Si, mon si, aîné. si, Non, au non. moins novelliste. Figure-toi que si, puisque dans le livre Pour t'apprendre à dessiner et à être mangaka de Osamu Tezuka dont on parlait en début d'émission, il commence en te disant dessine un carré, fais un petit bonhomme, dessine un petit parapluie, voilà, tu es mangaka. Oui, alors, ouais. Non, mais oui, bien sûr. Si on va sur ce terrain-là, effectivement, le fait de m'être prêté à l'exercice peut me donner cette fonction-là, mais mon aîné ici présent est infiniment plus talentueux et accompli que moi là-dessus. D'ailleurs, c'est même vers lui que je me tourne pour avoir de précieux conseils. Et je pense que notre amour peut-être du roman et de la narration distillée que peut apporter le roman nous donne un peu l'amour du script, où même si on sait que c'est peu intéressant à lire, il va y avoir une interaction à la fin qui va être intéressante, et via les dialogues de toute façon on peut arriver à faire passer une intention ou une émotion, quoi. Et d'ailleurs là-dessus, alors ça c'est mon cas particulier, mais en fait dès mon plus jeune âge j'étais rôliste, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, je continue à en faire, et j'étais maître du jeu. Et donc je n'avais pas d'autre choix, je n'allais pas dessiner une BD en direct, je n'avais pas d'autre choix que de décrire l'ambiance dans laquelle les gens étaient, les décors, de décrire les combats à l'oral. Et en fait ça effectivement ça forge ton imaginaire, alors que et Jérôme le dit très très bien, lui en fait il a appris à dessiner avec la touche pause de son magnétoscope, quoi. Il enregistrait les dessins animés, il faisait pause, je trouve ça génial comme machin, et donc il le recopiait à l'identique. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que quand on travaille ensemble, on travaille pas au même niveau en fait. Je ne dis pas qu'il y en a un niveau qui est meilleur que l'autre, c'est pas du tout ça, mais on s'intéresse pas à la même chose. Moi je vais m'intéresser aux grands arcs narratifs sur les 5 tomes, et lui il va être sur les petits détails, les petits sujets, l'angle de caméra, comme tu disais, c'est exactement ces mots. Il tourne un film, quoi, en fait. Moi j'ai juste écrit le scénario, et après je te mets les émotions, je te décris les émotions, à toi de les mettre en image, quoi, en fait. Mais c'est 2 exercices différents. Et quand vous recevez des projets chez Kana, il y a parfois du chaos, il y a parfois des scripts super carrés, on est tout de suite sur des planches. Vous recevez quoi en général ? Alors généralement oui, il y a toutes sortes de dossiers, mais c'est vrai que malheureusement il y a certains dossiers qui niveau narratif sont chaotiques, parce que en fait il y a beaucoup d'auteurs qui ont imaginé pendant des années un univers grandiose, qui trouvent ça génial et qui aimeraient le faire partager à tout le monde. Et en fait c'est une surdose d'informations et qui devient, comme je disais au début, très indigeste, et en fait ça dessert son œuvre en fait, parce que comme on disait, un tome 1 doit être efficace, et donc c'est très important de la narration, le découpage aussi, parce que ça passe aussi par le découpage. Ça c'est très important de gérer ces codes là, et en fait quand on reçoit des dossiers, c'est souvent là que ça pêche, c'est qu'on a des super dessinateurs, franchement en France des gens qui dessinent bien, il y en a beaucoup, donc en fait la concurrence elle se fait plus, selon moi. En fait ce qui va faire la différence sur un dossier, c'est plutôt comment tu racontes une histoire, et surtout les personnages, pourquoi on a envie de connaître la suite de ce qui va arriver à ton personnage en fait. Ça c'est hyper important, et c'est surtout ce qui manque aux jeunes auteurs français, selon moi. Oui, parce que si ton personnage manque de charisme ou manque d'empathie, faut qu'on ait envie de l'aimer, effectivement. Tout à fait. Et en fait voilà, on est encore sur des jeunes auteurs qui se focusent plus sur le design et on va dire sur l'impact graphique. C'est très important certes, mais on est là avant tout pour raconter une histoire avec ce médium qu'est le manga. Et je pense que voilà, il faut aussi apprendre à raconter une histoire, c'est pas forcément facile. Donc il faut pas hésiter à renvoyer les dessinateurs ultra talentueux vers des scénaristes. Ne pas hésiter. Urgent. Alors moi j'ai plus de temps que toi, donc à la rigueur plus vers moi là. Mais t'as d'autres projets Oui, on en parle ou pas? On en parle ou pas? Je suis d'accord avec Manu, et en plus j'ai l'impression que en France ça y est, on a des excellents dessinateurs. On le sait, mais maintenant il y a une valeur étalon qui a été placée. Et que du coup, tu dessines bien, ouais. Mais là, va falloir m'apporter autre chose, parce que là, dans ce qu'on reçoit, tout le monde dessine bien. Donc, l'histoire que tu vas raconter, comment tu vas la raconter, a bien plus d'importance que à l'époque où on signait des dessinateurs en manga France parce qu'ils dessinaient bien. Voilà. Ouais, exactement. En plus de ce que je vois, c'est tout à l'heure on parlait des générations qui deviennent de plus en plus talentueuses au fur et à mesure que le temps avance. Là en ce moment il y a des gamins des fois de 17-18 ans qui nous mettent la raclée en dessin,
mais quand tu leur demandes alors t'as fait des planches, ah bah non. Et du coup en fait les mecs ils ont 17-18 ans, ok c'est des cracks en dessin, mais ils vont avoir besoin d'au moins peut-être 4-5 ans à faire des BD pour développer une narration, développer des persos, avoir quelque chose à raconter aussi. Et du coup les mecs souvent ils pensent que ouais c'est bon je sais bien dessiner, je peux faire une BD. Bah non en fait. Et ça c'est un truc je pense qu'il faut vraiment appuyer dessus pour leur rentrer dans le crâne. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça a du mal à passer encore. Hein. Ouais, moi j'ai souvent des gens en dédicace, ils disent ah j'aimerais bien devenir mangaka, ok elles sont où les pages? Ah bah j'en ai pas fait. D'accord mais pourquoi? Parce que j'ai peur de me rater, tu sais ils sont encore dans le truc de je veux faire ma première BD, je veux que ce soit un banger, tu sais entre guillemets tu vois. Je suis d'accord avec Senshi et en plus même s'ils font des pages, souvent ils font que du posing. Ouais c'est ça, c'est vraiment ils font des super poses et tout et ta planche elle est jolie mais raconte rien, c'est ça, ça va nulle part ton truc. Ouais c'est ça, et c'est aussi la question c'est qu'est-ce que tu veux raconter avec ton manga? Ils sont là, oui mais non mais en fait c'est deux mondes qui sont en guerre, c'est un monde parallèle et il y a l'armée et non je fais non c'est pas ça ma question, c'est l'idée. C'est pas l'univers. Exactement. C'est pas et en fait c'est ça, ils confondent en fait univers et propos. Et propos, Vraiment, exactement, c'est ça. Bah du coup je pense c'est à mon avis c'est peut-être aussi parce qu'il y a un manque de ressources sur tout ce qui est scénario et storyboard, là où maintenant tu vois le dessin, si tu veux, même si t'es une quiche en dessin, bonhomme YouTube bâton, et tout, en un an tu peux avoir un vrai niveau avec YouTube, Pinterest, machin, truc muche, alors qu'en scénario c'est soit tu parles anglais, soit t'as rien en fait. Et du coup t'as quelques livres quand même de référence. Oui, mais en fait déjà ces livres ils sont un peu obscurs quand même. Nous on ils les sont connaît parce qu'on oui, est là depuis mais... longtemps. Mais souvent quand je les dis à des gens, ils font ah ok, et ils connaissent pas en fait. Alors que c'est à la Fnac, c'est à Cultura et tout. Et donc je pense des cours comme Arnaud en fait, vraiment où il apprend à des gamins à écrire des histoires. Enfin je sais pas après comment tu t'y prends, mais je pense qu'il faut mettre ça en avant pour que on va dire tous les gamins comprennent comment on écrit une histoire. Parce que ça même en cours de français normalement on devrait le savoir, mais force est de constater qu'en fait il y a un problème là-dessus en fait. C'est le principe justement des ateliers en fait, c'est que en fait on leur apprend pas à faire de la BD, on leur apprend à s'exprimer, mais même de manière générale à faire une composition écrite quoi en fait. Parce que pour faire une composition écrite, pour exprimer un avis, il s'agit pas, ça suffit pas de faire wesh c'est trop vrai, t'as raison quoi, ça marche pas. Twitter c'est pas comme ça qu'on développe une pensée philosophique. Et il n'y a pas besoin d'avoir une pensée. Quand vous voulez demander quelque chose à vos parents, si tu commences par dire oh les 100 balles tu me les files ou pas, on sait comment ça va finir quoi. Et donc du coup il faut expliquer, il faut mettre un contexte, il faut nanani nanana, il faut amener, il faut développer une pensée. Et en fait effectivement il faut jamais oublier que raconter une histoire c'est faire un décathlon quoi. Il faut être bon dans plein de sports. Il faut être bon dans les descriptions, il faut être bon. Et pour le dessin, c'est exactement la même chose. Bon dans la description, bon dans les personnages, bon dans la gestion de l'émotion, bon dans l'alternance entre moments forts, moments faibles, bon pour les cliffhangers, etc., etc. Et tout ça, c'est des compétences qui sont différentes. Et souvent, on se dit, ouais, mais ça, je sais super bien faire, donc je fais que ça. Ouais, mais donc du coup, tu seras jamais bon au décathlon. Or, c'est le décathlon que tu cours. Les livres dont on parlait juste à un instant, on les mettra probablement dans le descriptif, mais j'imagine qu'on pense au même à l'anatomie du scénario de John Trulli, le héros mille et un visages de Campbell. Il y a Story de Robert McKee et Story Dialogue qui est super bien. Ouais. Et pour la BD, il y a tout ce qu'a fait Scott McCloud. Ouais, c'est ça. Ouais. L'art invisible, réinventer la BD, etc. Ce mec-là, c'est un génie. Je crois que les livres, ils sont vieux en plus. Ouais. Il doit avoir. Alors oui, ça existait au moins il y a 15 ans. Ils doivent avoir 20 piges. Ouais, tout est relatif. J'ai dit vieux, Arnaud m'a regardé vraiment genre, non. Non, mais moi, je les ai vus arriver à Angoulême. Et même pour les plus jeunes, il y a les bouquins de Toriyama. Alors je sais pas s'ils sont encore édités. Je crois pas. C'est la Dragon Ball. Ouais. Non, mais pas Dragon Ball. Et premier degré. Et il y a le livre de Tezuka aussi qui est super bien également. Ouais. Donc voilà, on essaiera de faire une liste au propre sur le dans le descriptif. Pas chez Kana. Hein. Oui, alors pour le coup, mais à la rentrée, chez Kana sort un livre justement travaillé par les gens du Jump. Eh ouais. Tu savais pas ça. Tu fais le malin là maintenant. C'est clair. Ah, vous l'avez entendu le de l'éditeur. Non, mais en vrai, ça va être un super livre. J'en profite. Ça va s'appeler donc Créer un manga, l'école du Shonen Jump. Et donc c'est les éditeurs du Shonen Jump qui racontent comment ils travaillent et comment ils signent des projets, tout ça. Et il y a aussi donc des interviews d'auteurs très connus du Shonen Jump. Donc let's go. Shonen Jump qui faisait aussi des vidéos avec leurs auteurs un temps dans des magazines qui étaient disponibles en DVD et qui commencent à se retrouver tout doucement sur
sur YouTube et Ouais, tout à fait. il y en a pas mal aussi qui sont assez intéressants. Il y a de plus en plus d'auteurs japonais qui se mettent sur YouTube, qui font des espèces de tutos ou alors qui font des timelapses de leurs planches et tout ça. Je trouve ça moi incroyable. Avec des tips sur Clip Studio Ouais, et c'est tout ça. ça. Ouais, c'est incroyable. Aussi, C'est trop bien. je conseille pour ceux qui veulent vraiment voir la création de manga, il y a l'émission Man-Ben de Urasawa qui Ouais. passe. Génialissime. c'est trop bien. En ça. plus, il y a un mec qui se casse la tête à traduire en anglais et en espagnol Ouais. tous les épisodes. Et donc là, par contre, c'est vraiment trop bien pour voir la semaine d'un mangaka. C'est comment il toi qui me fait l'as un fait chapitre. découvrir, tu m'en as parlé là il y a quelques temps et, Ouais. et j'ai adoré, c'était vraiment une pure découverte. Et il y a une bonne quarantaine d'épisodes avec des mecs comme Asano, le mec qui fait Ascension et Innocent, enfin vraiment des gros cracks. Donc c'est très très bien, ouais. Et Urasawa, Bah, accessoirement. qui ouais. touche un peu sa bille. Pour finir sur une bonne note cette émission, est-ce que vous avez fait sur cette Japan Expo une rencontre assez marquante ou un jeune auteur en devenir où vous vous êtes dit ah Alors j'en ai eu. Tu veux? Vas-y, je t'en prie. Alors j'en ai eu deux. J'ai rencontré un gars, un dessinateur que je suivais depuis des années, qui est un peu comme mon idole quoi. Et j'ai passé une journée avec lui à côté sur le stand de Copic à bosser tous les deux. Donc ça c'était trop bien, j'aurais jamais cru que ça arriverait. Et il y a un petit gars donc, que j'avais déjà croisé il y a 2 semaines à un festival BD de Amiens. En gros qui est un petit jeune qui fait de la BD. Et là je l'ai revu maintenant, aujourd'hui je crois ce matin. Et donc c'est à lui que j'ai dit en novembre on se revoit, tu me dois 15 pages. Donc ça j'aime bien, ça les motive et tout. Et les mecs c'est Ah, de ouf. un petit défi. Et tu sais, comme c'est un peu des ados, ils ont l'âme rebelle, ils font ah ouais 15 pages, je vais en faire 20 tu vas voir. Voilà. Donc ça c'était cool. personne n'a croisé Tsukasa Ojo? Non. Moi, le pire, c'est que quand Jérôme me dit « Hey, t'as vu le gars là ?» Et je vois un mec qui rentre dans une voiture, bah c'était Tsukasa Ojo. Ouais, merci. Ah, super. Super. Super timing. Merci. Non, moi c'est surtout des auteurs qui étaient venus l'année dernière et dont on voit l'avancée, c'est cool. En fait, quand on fait des critiques, c'est très important de ne pas casser leurs rêves. Il ne faut surtout pas les décourager, parce que ce serait tellement bête, je trouve. Et en fait, de voir une évolution en 1 an, de voir à quel point le gap qu'il y a par rapport à l'année dernière, c'est vraiment c'est encourageant à la fois pour nous et pour eux, je trouve. Et donc voilà, on suit quelques auteurs qui ont beaucoup de lacunes, mais on les suit de près certains, donc c'est cool ça. Et dans la team Kana maintenant vous vous connaissez tous? Ouais, alors j'ai eu une rencontre aussi, je fais une dernière parenthèse. Je sais pas trop si je peux en parler, au pire on pourra, mais il y a un éditeur japonais qui est venu nous voir, c'est l'éditeur de l'Atelier des Sorciers, de Drifting Dragons, etc. Monsieur Terayama. Exactement, qui est venu nous voir et il y avait Jules qui était avec lui qu'on connaît Ouais. bien. Jules Colich qui était dans il y a 2 épisodes de cette émission. Et qui est venu pour nous dire qu'il avait adoré Onera et que il avait bien kiffé et qu'il était très content, donc on leur a fait, mais je crois, les meilleures dédicaces qu'on a pu faire et c'était vraiment un honneur de pouvoir discuter avec eux et tout, c'était vraiment très très chouette quoi. Jules qui est fan d'Onera depuis la première heure. Quand même. Ouais, qui a été vraiment rempli d'éloges et rencontrer un éditeur pareil, c'était magnifique, on a pu bien discuter, c'était vraiment cool. Et qui est maintenant donc responsable éditorial de Vinland Saga ou de One Dance. Exactement. C'est pour ça que Deux petites séries qui vont commencer comme ça. Ouais, mais c'est pour ça que c'était super honorifique de pouvoir papoter avec eux pendant un temps, vraiment trop chouette. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Si vous voulez dire un dernier mot, c'est le moment ou jamais. Je vais rebondir sur ta dernière question qu'on n'a pas fini, à savoir est-ce qu'on se connaît tous chez Kana? Oui, on se connaît tous chez Kana, je pense qu'on est tous une grande famille et qu'on s'entend tous très bien, hein. Même Junior, franchement on est tous très très bien chez Kana et on se connaît, que ce soit avec les libraires, entre auteurs, avec les équipes de com, d'édito, de com, même de market, hein. On s'entend tous de manière très chouette, c'est pour ça qu'on est tous réunis ici et un grand merci à Kana d'être là pour nous. Travail collectif, encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Avec grand plaisir. Ça c'est cool, c'est vrai qu'on est là limite les auteurs là, sur la Japan, on était une équipe de foot carrément. Bien sûr. On est là, donc c'est vraiment cool de tous nous faire venir à chaque fois pour qu'on puisse s'échanger. Que des numéros 10 dans ma team. Et ça, oui, bien sûr. c'est une vraie volonté de Kana de créer un espèce d'écosystème avec les auteurs, de les faire se rencontrer, tout ça, pour qu'ils s'entendent bien et qu'on ait une super ambiance dans les Japan. Ouais, on en discutait d'ailleurs tout à l'heure. C'est vrai que aussi bien au niveau des auteurs, mais tout le staff est à quel que soit le niveau, en fait, Ouais. que ça soit les libraires, la com, le marketing, l'édito. En fait, on sent que c'est une espèce de famille. Il y a
n'y a pas de cette espèce de hiérarchie qu'il pourrait y avoir de temps en temps. Tout est important et en fait on en revient toujours à la même chose. C'est un travail d'équipe et en fait tous les maillons, tous les échelons sont importants. Même la big boss, tu vois, même Christelle qui était là ce week-end. C'est quelqu'un qui est hyper abordable, avec qui on peut bien discuter et qui en plus a été à la place des éditeurs et tout, donc qui est habitué non seulement au terrain, à discuter avec les auteurs et tout, et qui est hyper abordable. On mange tous ensemble, il y a vraiment une super cohésion d'équipe chez Kana, quoi. Moi, ce qui me stupéfie, c'est que en fait tout le monde est aux petits soins avec nous. On vient gérer les boulets d'auteurs qui se plantent de hall, qui n'ont pas compris que c'était à 17h et que machin et que bidule. Et à côté de ça, ces mêmes gens-là disent ah non mais t'es adorable comme auteur et tout. Non mais arrêtez tout, c'est vous qui êtes géniaux. Moi je me laisse porter, quoi. Et je voudrais juste apporter ma petite touche aussi sur le fait que vraiment Kana est un éditeur super et je pense vraiment ce que je dis. Et justement à tous ceux qui veulent débuter, il y a en ce moment, alors c'est plus vrai dans l'écrit que je me tourne vers Cab que dans le dessin, mais l'autopublication c'est très à la mode maintenant, c'est assez facile, hein. Vous allez sur Amazon, vous avez créé votre compte en 5 minutes et puis votre nouvelle, votre bouquin il peut être vendu au monde entier, etc. Donc moi je ne méprise pas du tout ça, chacun doit trouver sa manière de s'exprimer, mais franchement j'encourage les auteurs à aller se frotter aux éditeurs, parce que les éditeurs vont peut-être dire ça c'est pas super, tiens là il faudrait que tu bosses, ça machin, mais c'est pas justement pour vous casser, pour vous dire non mais moi je suis l'éditeur, je suis là pour te casser, t'es rien, t'es nul, pas du tout. Il faut juste entendre la critique pour pouvoir mieux progresser, et l'éditeur il a un vrai rôle vrai rôle d'assistant dans votre cheminement d'auteur. C'est de l'apprentissage. Voilà, c'est vraiment de l'apprentissage. Et à choisir, en toute sincérité, Kana, c'est un super éditeur pour ça, franchement. Merci beaucoup. Merci Calonne, merci Cab, merci Arnaud, merci Senshiro, merci Manu. Merci à toi. Merci à toi. Pour l'invitation, c'était Merci à tout le monde. Je dirais un dernier mot. Le mot de la fin. De facto. Non, en fait, je devais placer ça dans le podcast et j'ai oublié. Donc à la fin, ok. C'était super bien intégré en plus. Et c'est super bien scénarisé. Toi, c'est super bien scénarisé. Bravo. Sachant que moi, je devais passer soupe à la grimace et que je l'ai fait dans ma première intervention. C'est vrai. Ouais, j'ai même pas entendu. Tu es nul. Putain, je suis désolé. Et bien maintenant, faut réécouter l'émission du début. Réécouter l'émission. Hop là. Allez, salut tout le monde, merci. Salut. Ciao. Avez-vous entendu d'autres mots surprenants dans cette émission ? C'est peut-être dû au pari que toute l'équipe Kana s'est lancée avant l'enregistrement. Encore merci à vous en tout cas d'avoir écouté Kana en aparté. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller tendre une oreille vers les 5 premières émissions. Et si vous avez aimé cette heure passée ensemble, n'hésitez pas à mettre une note, à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer les notifications sur vos applications podcast habituelles. L'intégralité des mangas des auteurs présents avec nous sont disponibles en librairie ou même en médiathèque et sur internet via le site 9e-store.fr par exemple. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Et nous, on vous dit donc à très bientôt.